J'inviterai maintenant au pupitre M. Vincent Fosti, qui a dirigé la fameuse étude d'Ineum, un véritable chef-d'œuvre concernant notre sujet de ce soir. Allez-y. Bonsoir, messieurs les ministres, messieurs les présidents, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Dans un monde de plus en plus global et urbain, les villes et métropoles cherchent à attirer des capitaux, la matière grise et les énergies créatives. La culture et la créativité sont d'importants moteurs de développement. L'introduction d'activités culturelles, voire d'industries culturelles, comme on les appelle maintenant communément, sur un territoire peut avoir un impact significatif, non seulement en termes de performance économique, en créant des emplois qualifiés, en créant de la valeur ajoutée économique, mais également au plan symbolique, en améliorant l'image d'une ville, d'un territoire, et en renforçant sa cohésion sociale. Le tout en contaminant positivement le reste de l'économie. Nous avons mené une recherche déjà l'an dernier, en 2009, à l'occasion de ce forum. Sur cette base, on a renouvelé cette analyse, que vous allez voir dans un instant, en élargissant un panel de villes à l'échelle mondiale et en mettant un éclairage particulier sur la dimension de l'emploi et de l'éducation. Et j'ai donc le plaisir et l'honneur de vous présenter ce chef-d'œuvre, je ne sais pas, en tout cas cette étude que nous avons fait consciencieusement. Comme certains d'entre vous, il y a eu des petits changements dans la mise en page. Comme certains d'entre vous n'étaient pas là l'an dernier, je vous rappelais rapidement les conclusions et puis ensuite on élaborera sur ce qu'étaient les conclusions de cette première tentative. Tout d'abord, nous avions conclu l'an dernier qu'il existait probablement un lien entre l'intensité culturelle et académique et la performance d'un territoire. Le sens de la relation, toutefois, restait à confirmer. En d'autres termes, est-ce qu'une ville est performante parce qu'elle est dynamique sur le plan culturel et académique, ou bien cette dynamique est-elle le résultat d'une performance sur le plan économique? Deuxièmement, ça paraissait relativement évident, l'existence d'un patrimoine naturel ou culturel constitue un atout majeur, à condition toutefois qu'il soit valorisé. Et troisièmement, des politiques culturelles et un enseignement supérieur de qualité pouvaient apparemment suppléer une insuffisance de patrimoine et permettre à un territoire d'attirer, de retenir en effet une population fortement consommatrice de biens et de services culturels et de disposer par là même d'un vivier de compétences et d'énergie créative. On avait identifié à l'époque 3 stratégies gagnantes en fonction des leviers sur lesquels elles s'appuyaient et des villes que nous avions analysées. La première qui était axée sur le développement d'une identité originelle. C'est le cas des exemples emblématiques de Bilbao, de Liverpool par exemple, qui rénovent et qui font la promotion de leur héritage en combinaison avec l'installation de nouveaux équipements culturels. Deuxième stratégie, le développement d'une attractivité sur base d'une marque urbaine. Abu Dhabi par exemple développe sa marque et son attractivité ex nihilo dans le désert avec des marques culturelles connues comme la Sorbonne ou encore le Louvre. Et enfin, troisième stratégie, et ces stratégies ne sont bien évidemment pas exclusives, axées sur la cohésion sociale et la qualité de la vie. Le projet Nancy 2020, par exemple, s'appuie sur le patrimoine et l'histoire de la ville pour renforcer un sentiment d'appartenance et accroître son offre culturelle sur son territoire. Alors sur ces constats, sur cette année-ci, on a poursuivi un double objectif. La première, c'était de préciser ces liens. Je vous disais tout à l'heure que le sens de la relation pouvait varier et demander d'être précisé un petit peu plus. On a fait ça notamment en élargissant le panel des villes à une quinzaine de villes mondiales supplémentaires sur des continents qu'on n'avait pas couverts, notamment l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et d'autre part, en faisant un focus, comme je disais tout à l'heure, sur l'éducation et la création d'emplois. Deuxième objectif qui était d'identifier des conditions d'émergence de ces stratégies, qui repose non seulement sur un patrimoine matériel ou immatériel, mais aussi sur une meilleure articulation entre les filières culturelles, les filières de formation, ce que le président de cette université a évoqué tout à l'heure. Alors sans que ce soit très lisible dans cette configuration-là, notre panel de 47 villes, et ne cherchez pas à retrouver les villes dont vous êtes originaire. Le panel des 47 villes est représenté pour finir sur 2 axes. Un premier qui est le degré d'intensité culturelle académique, le second,
la performance intrinsèque du territoire, l'élargissement du panel à des villes comme Rome, Bruxelles, Los Angeles, Avignon, qui ne faisait pas partie de l'échantillon l'an dernier, ou encore Shanghai, a pour finir confirmé une segmentation qu'on avait réalisée sur 6 catégories de villes. Alors je vais mentionner les couleurs, parce que ça je pense que vous devriez à peu près arriver à voir. En couleur beige, brun clair, ce qu'on a appelé les villes rentières, dont la performance est principalement soutenue par l'activité touristique, avec un fort effet de levier entre l'investissement consacré et les résultats obtenus en termes de création d'emplois ou de performance économique. Des villes comme Venise ou également Avignon font partie de ce premier segment. Le deuxième segment, les villes qu'on a qualifiées d'historiques, non pas qu'elles soient plus historiques que d'autres, en tout cas c'est leur label. Elles capitalisent elles, sur un patrimoine historique et culturel important, mais lancent de nouvelles initiatives pour renforcer leur attractivité, généralement dans une compétition mondiale. C'est le cas des villes comme New York, Paris, Londres, mais aussi Bologne, Genève ou encore Bruxelles. Les historiques, c'est pavé orange sur la droite. Sur la gauche, en rose, les villes pragmatiques, comme Singapour ou Toronto, qui, elles, s'appuient sur d'autres leviers de développement, qui, au départ, ne disposent que de très peu de patrimoine culturel, qu'ils soient matériels ou immatériels d'ailleurs, mais qui sont avant tout des centres financiers ou des centres administratifs, et qui, sans pour autant se désintéresser de la culture, émergent de façon pragmatique sur cette scène. Je continue vers les villes volontaristes, qui sont en fait les nouveaux entrants de la scène, et qui commencent à mettre en place des projets dans le domaine culturel. Vous avez enfin les villes émergentes, en bleu sur la gauche, dans lesquelles vous retrouvez des villes comme Essen, capitale de la culture en 2010, avec l'ensemble de la région de la Ruhr, mais encore Shanghai, qui tente d'exister sur la scène culturelle, avec un capital de départ relativement faible, qu'il s'agisse de patrimoine ou de dépenses publiques culturelles par habitant. Alors sur cette cartographie, ce qu'on a vu, c'est que les stratégies mises en place varient, ne fût-ce qu'à partir du point de départ de chacune de ces villes et du patrimoine dont elles disposent, mais s'appuie souvent sur au moins 2 filières. Vous retrouvez là, ça je pense que vous devrez arriver à lire, ce qui constitue aujourd'hui les 8 filières du secteur culturel, donc l'architecture, le patrimoine, les arts vivants, les arts visuels, l'artisanat, l'édition, l'audiovisuel, le design et les services créatifs. Je vais citer quelques exemples. Ce qu'on a observé également, c'est que de la même manière qu'il y avait des stratégies culturelles, sur le thème des filières, vous aviez également des différences, vous avez des stratégies beaucoup plus concentrées, ce qui est le cas notamment d'Avignon, notre hôte aujourd'hui, qui est une ville, je rappelle, rentière selon notre segmentation, ce qui n'est absolument pas péjoratif, mais qui poursuit, pour finir, une stratégie très affirmée dans le domaine du spectacle vivant. C'est le pilier historique de sa stratégie culturelle, ça nous a été rappelé encore hier lors de l'ouverture du forum, renforcé par la suite par la mise en place d'un enseignement supérieur dont vous êtes la preuve, dans le domaine culturel. Le second pilier étant bien sûr la valorisation du patrimoine historique, mais je suis certain que cette focalisation n'empêchera pas Avignon de poursuivre son développement en impliquant notamment les collectivités environnantes et donc élargir le territoire et ouvrir de nouvelles filières. Le cas de Florence également mérite d'être cité. L'économie de Florence est dominée par le secteur culturel, une ville historique selon notre segmentation du panel. La ville de Florence souhaite passer d'une consommation culturelle de masse en se diversifiant vers une offre haut de gamme de la création à la consommation. On a observé récemment d'ailleurs toute une série de réajustements dans l'économie de la culture à Florence, notamment dans le but de promouvoir l'excellence de la ville pour faire face notamment au phénomène de la contrefaçon. On a vu apparaître aussi des événements culturels contemporains qui ne faisaient pas partie de l'offre culturelle de Florence au démarrage, ou encore une offre muséale numérique qui, là encore, constitue un développement. Enfin, la ville de Los Angeles, une mégapole de 13 millions d'habitants, du moins pour ce qu'on appelle le Greater Los Angeles, un lieu de productivité, d'innovation, propice à la formation de réseaux de création, mais aussi de développement des industries culturelles, qui est organisée, elle, en clusters culturels, qu'il s'agit de l'ameublement, de la joaillerie, du design, mais aussi, bien sûr, le plus emblématique des clusters de la côte ouest, le cinéma, et ses récentes alliances stratégiques avec le jeu vidéo,
Ce cluster d'ailleurs est un modèle d'intégration, en tout cas de comparaison, pour ce qui est de l'intégration entre la recherche, l'enseignement et la création. Je vais en venir rapidement à ce qui a fait l'objet de l'attention de notre étude, c'est-à-dire l'emploi et l'enseignement, qui sont deux maillons d'un cercle de vertueux. On avait quelques questions au départ de l'analyse. Quelles sont les caractéristiques de l'emploi dans le secteur culturel? La culture contribue-t-elle à la création d'emplois durables pour ces villes? L'enseignement supérieur est-il un facteur important de développement? Et les industries créatives créent-elles de la valeur au-delà du secteur culturel? Les acteurs économiques et politiques, et le forum en est la preuve, prennent conscience du potentiel de développement pour la culture. La mesure, par contre, de ce potentiel reste très difficile. Il n'existe pas à ce stade de cadre statistique et de cadre de mesure universel. Mais la mise à disposition de ces cas, notamment par l'UNESCO, devrait permettre à l'avenir de suivre beaucoup mieux ces indicateurs, notamment en termes de création d'emplois dans le secteur culturel. Dans les villes de notre panel, à peu près 25 villes sur les 47 que nous avons suivies, ce sont en moyenne 3400 personnes qui sont employées dans le secteur pour 100 000 personnes occupées, avec un effet de seuil plutôt en faveur des villes de taille moyenne, c'est-à-dire entre 500 000 et 1 million d'habitants. Ces emplois se développent à la fois ce qu'on appelle en amont et en aval du cycle culturel, donc de la création à la consommation. En amont, c'est la production de contenu qui tient le haut du pavé et qui commence à rencontrer d'ailleurs des problèmes de pénurie de talents. Et en aval, la consommation des biens et services culturels, avec notamment les activités liées au tourisme culturel. La création d'emplois du secteur, cette fois sur l'ensemble du panel. Donc là, on s'est prêté un exercice sur les 47 villes que constitue le panel sur une période de 10 ans, donc entre 1997 et 2007. La création d'emplois semble durable, en tout cas moins sujette aux effets de crise. Sur un cycle long, donc 10 ans, l'analyse des taux de chômage et de leur évolution montre une diminution plus forte pour les villes qui ont une stratégie affirmée de développement de leur attractivité, fondée bien sûr sur la culture et l'enseignement supérieur. C'est le cas notamment des villes dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les villes convaincues et ou volontaristes, même si pour certaines elles ne bénéficient pas encore pleinement des effets de leur stratégie. Pour mémoire, là vous voyez des taux de chômage pour ces villes-là, des baisses de taux de chômage sur 10 ans qui oscillent entre moins 20 et moins 30%. Le taux de chômage mondial sur la même période a baissé de 16%. Sur le plan de l'enseignement, l'analyse qu'on a conduite indique que les territoires qui sont dotés de formations culturelles disposent d'un avantage, mais qui n'est pas pour autant une garantie d'employabilité locale. D'ailleurs, la création de formations culturelles sur la plupart des territoires qu'on a analysés est généralement postérieure à la présence d'une filière culturelle. C'est d'ailleurs la combinaison d'une offre de formation et la présence d'un tissu d'entreprise susceptible d'accueillir les étudiants en formation qui constitue la clé de la performance. L'enjeu est d'autant plus important que les personnes qui travaillent dans le domaine culturel ont généralement un niveau d'éducation plus élevé que celles occupées dans le reste de l'économie. Ces liens entre universités et entreprises culturelles se développent en France, en Europe, sont déjà très ancrés aux États-Unis bien sûr. L'exemple le plus marquant, encore une fois, Los Angeles, où les universités non seulement croisent des disciplines artistiques pures avec les secteurs de l'architecture, de la politique de la ville, de l'informatique, des sciences, de la gestion et l'administration, et qui mènent des projets de recherche en développement avec les industries. Elles ont d'abord leurs propres studios, de même qualité que ceux des majors du secteur, et souvent financés par eux. Elles entretiennent des liens avec des start-up du numérique et de l'Internet. En guise de conclusion, et avant de laisser la parole au panel, on a voulu, avec les auteurs de l'étude, vous laisser 4 pistes de réflexion, certaines nourries directement de l'étude, d'autres étant plus prospectives, des questions dont les réponses vont influencer la mise en œuvre des stratégies dont on a parlé. La première, c'est d'inclure plus systématiquement la culture dans les stratégies de développement global des villes, des territoires et des nations, pour bénéficier de son potentiel de développement économique et social. Encore une fois, le rapprochement de ces deux dimensions est au cœur même de l'existence du Forum d'Avignon. Encourager les nouveaux modes de coopération et le décloisonnement des enseignements pour faciliter la création d'emplois.
On vient de citer le cas de Los Angeles, mais les initiatives menées à Florence également dans cette direction sont intéressantes. La troisième, qui est le thème même du Forum d'Avignon, c'est ici l'utilisation des technologies numériques pour mieux valoriser le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, en faire la promotion et en faciliter l'accès. Et enfin, dernière piste, favoriser à long terme le développement des festivals et grands événements. Je pense que certains membres du panel auront certainement une opinion à ce sujet, en organiser la promotion, la valorisation, pour renforcer l'image d'une ville, ce qu'on appelle vulgairement le city marketing, et l'attractivité, mais également renforcer le lien social sur le territoire. Voilà, les auteurs et les associés moi-même de l'étude sont impatients d'entendre bien sûr la discussion qui pourra être nourrie de ces quelques faits et propositions, car c'est très souvent la volonté, in fine, et la vision d'hommes et de femmes qui font le succès de ces stratégies culturelles, au-delà de l'existence ou non d'un patrimoine. Je vous remercie beaucoup. Dans l'esprit de notre rencontre de ce soir, question. Allez-y. Vous avez vu cette formidable étude, une des meilleures que j'ai jamais vues dans ma vie sur le sujet délicat qui est le nôtre. C'était clair, mais on peut toujours aller plus loin. Alors, s'il vous plaît. Merci. J'ai deux questions très techniques. Je m'étonne simplement de voir que pour Paris, vous ne mettez pas une croix dans la colonne stratégie par rapport au secteur cinématographique et audiovisuel et médias. Il me semble que la ville de Paris a mis en place une mission cinéma et audiovisuel il y a 2 ans et qui commence à porter ses fruits. La deuxième question, c'est y a-t-il une place pour la gastronomie dans les 9 domaines d'activité? Alors pour ce qui est de la cartographie des filières pour les villes qu'on a analysées, d'abord il se peut que dans certains cas il manque, mais je pense pas que ce soit le cas des croix. Il se fait que ce qu'on a identifié, c'est vraiment les filières, je dirais, majeures ou dites stratégiques, sur lesquelles on avait pu observer en effet des initiatives ou sur lesquelles on avait déjà un retour d'expérience capable de mesurer les effets de ces politiques. Dans le cas que vous citez, c'était un petit peu plus récent. Pour ce qui est de la gastronomie, je pourrais vous donner mon avis personnel. En l'occurrence, dans les cadres statistiques qui sont proposés, cette dimension ne fait pas directement partie des filières.